Salut tout le monde, donc on se retrouve pour un nouvel épisode de Parlons Bagarre. Aujourd'hui on accueille une combattante française, donc la première de la chaîne, Alexandra Tekena, qui évolue à l'ARES en flyweight et qui est très proche de ramener une ceinture. Donc, est-ce que tu pourrais te présenter, donc d'où tu viens, par quoi tu as commencé, ce que tu fais en gros, où t'en es de ton parcours, quoi. Du coup, je m'appelle Alexandra. Là, actuellement, je suis à 5 ans. I remember them tricks of them sides. I reminisce when I'm hitting the side. When they say my name, I begin surprised. He look at me wrong. J'ai commencé le sport de combat il y a 18 ans. Il y a 18 ans, j'ai commencé par le kung-fu, je suis passée par le kickboxing, le K1 en amateur. Et du coup, après, je suis directement allée en pro en MMA. Surtout, du coup, j'ai un style de strikeuse. Et, euh, et voilà, quoi. Je m'entraîne à l'US Métro et mon coach, c'est Johnny Frachet, que j'ai bien embêté à chaque combat. Et, euh, et voilà, en gros, voilà le profil, un style percutant et 18 ans de pratique. Ok, en parlant de ton coach, justement, est-ce que tu pourrais nous dire quelle est l'importance de ton coach, donc Johnny Frachet, dans ta préparation? On sent du coup que tu es très proche de lui, hein. Et est-ce que tu penses que c'est ça qui fait la qualité de tes combats, entre autres? Déjà, c'est une relation de confiance. C'est important d'avoir confiance en son coach. C'est quelqu'un qui est extrêmement compétent, qui a une vision globale dans le cadre du MMA. Il sait analyser les adversaires, il sait aussi analyser ses combattants. On rigole bien en plus, ça c'est important parce que moi j'aime bien prendre ça. Enfin, le quotidien il est dur dans le cadre du MMA et de la prépa, donc c'est cool de pouvoir avoir de la légèreté dans la prépa, même au combat. Avant le combat, on rigole pas mal. Ouais, Mais c'est ouais, surtout non, bien quelqu'un sûr. qui est très très fort, très investi et d'humain. Ok. Euh, Là, tu as dit du coup que c'était dur, donc est-ce que le fait que tu dois faire un travail en plus à côté, ça rajoute de la difficulté, parce que du coup, quand on t'a proposé l'interview, tu nous as dit que tu devais t'organiser donc avec tes horaires de travail. Et je pense que beaucoup se demandent comment une combattante pro qui est bien classée, qui est proche d'avoir une ceinture là dans une organisation majeure en France, organise ses journées. Est-ce que tu pourrais nous en parler? Ouais, bah en fait, après là, cette semaine, c'est un peu particulier. Je travaille pas là sur cette semaine. Ok. Euh, donc là, je suis entre les entraînements, le cardio et gérer les niveaux d'énergie ras les pâquerettes. Mais oui, en fait, j'ai organisé mon emploi du temps afin de pouvoir m'entraîner 1 à 2 fois par jour. Ok. En fait, je suis coach, donc ça me permet d'avoir des horaires assez flexibles, de choisir mes heures. Euh, Ce qui a été fait au préalable, je travaille quand même pas mal. Je pense que je dois coacher minimum 25 heures par semaine, sachant que je me déplace parce que c'est pas tout le temps au même endroit. Donc c'est très fatigant, c'est des grosses journées, c'est des journées qui peuvent commencer tôt parfois, mais en général tu finis ça assez tard. Mais ça se gère en fait. Donc c'est vrai que j'ai moins ce loisir pour récupérer par rapport à ceux qui font que ça, ou moins ce loisir de rajouter des entraînements pas forcément intensifs, mais où tu peux faire un peu de technique drillée, parce que de toute façon tu peux pas faire 2 gros entraînements dans une journée. Enfin, beaucoup de fois dans la semaine tu vas te flinguer. Ouais. Euh, sauf ceux qui sont chimiquement augmentés, on va dire ça comme ça, ou qui ont une génétique particulière aussi, ça arrive. Mais ouais, non, c'est des grosses journées. Mais après, il faut se dire que c'est important de payer les factures, surtout quand on vit pas que du MMA. C'est très compliqué de vivre que du MMA, même au stade où on va combattre pour la ceinture. Voilà, en gros. Mais ça, du coup, coacher, c'est quelque chose que, enfin, tu prends quand même du plaisir à le faire, ou c'est quelque chose vraiment, si tu pouvais t'en passer, en gros, tu t'en passerais et tu ferais que t'entraîner, que ça. Bah, c'est une réelle passion, le fait de coacher. Même par la suite, en fait, c'est quelque chose que je veux continuer. Ça me permet aussi en fait, moi, je coach dans 2 domaines, la préparation physique. Ça, c'est ma formation au niveau de mes études. Et forcément, bah, je coach en boxe anglaise et en pied-point. Parce que j'ai beaucoup d'années de pratique et puis aussi que j'ai mes diplômes. Euh,
Mais ça me permet aussi de progresser parce que lorsque je suis à la salle, je suis constamment dans l'analyse et l'adaptation. Ça permet aussi de développer une intelligence de combat. Euh, Parce que on voit des profils vraiment du débutant au confirmé qui ont tous une manière de bouger, tout ça. Donc c'est super intéressant, on doit toujours s'adapter. Et puis même j'aime bien coacher, j'aime bien partager ça avec les autres, partager ma passion et les voir apprendre et progresser. Ok. Tu trouves que du coup être de l'autre côté, si on peut dire, donc d'être coach, ça t'apporte toi en tant que combattante après? Ouais, ouais, surtout dans l'analyse en fait, parce que parfois il y a des personnes que tu découvres que tu n'as jamais vu. Il faut que tu arrives à leur donner des indications techniques sur un court instant, juste en les voyant un peu bouger, un peu boxer. Donc, il faut être très rapide. Et en plus, il faut avoir les réponses aussi. Donc, si t'as pas les connaissances, bah, tu peux pas leur donner des réponses. Donc, ça, c'est des choses que tu développes. Et si je suis face à une adversaire qui a un style un peu particulier, il faut que j'arrive à capter vite son rythme. Parce que c'est bien beau de voir des vidéos, mais lorsqu'on est face à l'autre, bah, c'est une nouvelle chose. Donc, c'est pour ça que même lorsqu'on combat, bah, il y a un petit temps d'adaptation et d'analyse qui doit se faire le plus rapidement possible, même que ce soit la gestion de la distance, repérer aussi les mimiques, les indices que les adversaires donnent en temps réel. Et ça m'apporte aussi dans ce cadre-là. Ok, ok. Pour revenir sur l'US Métro que tu as mentionné tout à l'heure, qu'est-ce que tu penses de l'année de l'US Métro là? Qu'est-ce que je pense de quoi? De l'année de l'année globalement en gros de l'US Métro. De l'US Métro. Bah après, il y a du monde. Je suis les résultats des gars, surtout ceux que je connais bien. Ce que j'observe en fait là-bas, c'est la progression des jeunes amateurs qui débutent le MMA, qui ont débuté depuis peu. Là, sur ce combat, ben, je tourne avec des amateurs, moi aussi, qui ont un passé dans d'autres sports ou parfois pas. Mais en fait, moi, ce que je vois, c'est l'essor de la nouvelle génération qui va causer beaucoup de problèmes à beaucoup de personnes. Et avec un bon encadrement dès le début, avec du spécifique MMA dès le début, bah, moi, c'est ça que je retiens, en fait. Parce qu'on a une bête d'infrastructure. Il y a des progrès au niveau de la structure, au niveau de l'encadrement, qui était déjà très, très élevé. Et donc, non, c'est une année très, très prometteuse. Ok, donc ça arrive fort en gros. Ouais, 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 ouais. J'ai hâte de voir ce que ça va donner sur les prochaines compétitions, les MMA League, les amateurs. Euh, les pros, moi, il y a beaucoup de personnes avec qui je m'entraînais déjà avant quand on était au NR Fight avec Joe, et d'autres que je découvre que je connaissais pas. Donc, non, j'ai hâte de voir ce que ça a donné. On a du sparring, on a de l'encadrement, on a la structure. Donc ça donne toutes les cartes pour progresser, quoi. Ok. En changeant de sujet du coup, est-ce que tu pourrais nous dire ce que tu penses de ta catégorie en France là actuellement? Les 57 kilos en France, j'ai l'impression qu'on n'est pas beaucoup. Il y a beaucoup de 52, un peu moins de 61. En 57, bah, Manon Furo, mais enfin, c'est pas, je peux pas en parler parce que c'est un niveau autre, en fait, c'est une autre structure. Euh, il n'y a pas beaucoup de 57. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que, bah, du coup, on va chercher des combattants étrangers. Après, la difficulté, c'est que maintenant, sur Fight Matrix, bah, je suis classée 53e. Ça monte vite les femmes, hein, parce qu'il n'y a pas beaucoup de concurrence, donc c'est normal de monter vite au niveau du classement avec peu de combats. Et le souci, c'est que les combattantes qui sont devant moi au classement, bah, elles sont en général à l'UFC, en fait, ou au PFL. Donc, c'est dur de trouver des adversaires disponibles. Par exemple, là, sur ce combat, bah, j'avais une adversaire de prévu, mais elle était retenue par une certaine organisation asiatique qui a des conflits avec Arrêt, une grosse organe asiatique. Donc, en fait, ce combat, il s'est pas fait. Mais ce qui est cool, c'est que j'ai une adversaire, on a un palmarès similaire, elle a une grosse expérience. Elle a été championne du Glory, donc c'est quand même quelque chose. Donc, non, c'est 57 en France, on n'est pas beaucoup, quoi. Par exemple, là, je suis classée Fight Matrix, je suis classée deuxième derrière, donc derrière Manon Fiorot. Donc, ça monte vite. Mm. Justement, en parlant de ta prochaine adversaire, là, comme tu as dit, elle était donc championne du Glory. Donc, au niveau striking, c'est le très haut niveau en gros. Tu vas quand même rester debout avec elle? Bien sûr, bien sûr. Euh,
Ouais, elle a battu Anissa Meksen au Glory, par exemple. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez fort. Mais bah, je pense que je vais montrer un MMA complet, mais connaissant euh, mon style, je pense qu'on va bien. On a 25 minutes pour échanger debout aussi. Hmm. Ouais, non, je pense que ça va être intéressant sur ce point. Et ça va être une bonne adversité. Et même, je pense que ça va envoyer pour que ce soit pour moi, parce que j'aime bien les bonnes bagarres, ou pour le public, parce Ouais. que c'est cool aussi de montrer du striking de haut niveau, surtout chez les femmes. C'est moins commun. Donc j'ai hâte qu'on fasse ça, quoi. On a hâte de voir ça. Et ce que tu as dit tout à l'heure sur le fait que en France, du coup, dans ta caté, il n'y ait pas beaucoup de personnes et donc la RES soit obligée d'aller chercher des combattantes à l'étranger. Est-ce que tu penses que c'est pour ça qu'ils mettent du coup du temps à trouver des combats? Qu'ils mettent autant de temps à chaque fois? Ouais, c'est compliqué vu que maintenant j'ai entre guillemets un bon classement, bah j'ai pas d'intérêt à aller chercher des adversaires derrière, même pour le public en fait, parce qu'après ils vont dire ouais tu vas chercher. Là c'est pas le cas. Tu vas chercher dans la filière brésilienne ou des faire-valoir. Ouais, Nous on veut des bons combats, on veut pas. Il y a aucun intérêt à aller chercher quelqu'un avec un grand écart de niveau. Donc il y a déjà ça. Euh, pour monter dans les classements aussi, montrer une adversité, ben, pour des bons adversaires et elles sont à peu près toutes prises. Moi, j'avais été contactée par le PFL. Euh, ok. bah, ils ont du mal à trouver, même eux, des 57 kilos. Donc, c'est assez particulier, ouais. C'est dur d'en trouver des dispos, surtout dans la zone Europe, quoi. Ou je pense, zone Europe, il y en a peut-être quelques-unes qui sont un peu libres entre le KSW et l'Octagone. Mais il y a plusieurs choses. C'est que déjà, on va dire, c'est des physiques particuliers, donc dans le sens où potentiellement augmentés. Ouais. Et aussi, il faut voir au niveau de la technique et de la qualité de leur jeu. Donc, on doit dire s'il y a de la qualité, maintenant c'est UFC, PFL. Et le One, les 57, c'est des filles qui cutent pas, donc ils ont pas de 61. Donc, ça serait compliqué aussi. Ok. Justement, en parlant du KSW et de l'Octagone, là, l'ARES, en vrai, c'est l'organisation principale en France, c'est l'organisation numéro un en France, je pense actuellement. Mais si tu devais partir dans une autre organisation européenne, tu serais intéressé par laquelle? Parce qu'il y en a des grosses avec un niveau solide, du coup, comme le KSW ou l'Octagone. Euh, c'est vrai que là, je suis très bien au RS. Et si jamais, je veux dire ça, je pense le KSW, parce que j'imagine que je serais un profil qui les intéresserait dans le sens où, bah, j'ai- on va dire, les combats sont pas chiants. Je sais qu'en général, les combats féminins, c'est la pause pour aller aux toilettes, d'après ce que j'ai cru comprendre. Et là, ça serait pas le cas, je pense. Mais j'aime bien. Je suis jamais allée voir un événement, mais la qualité de leur événement, au niveau visuel, bah, ça a l'air fou, avec des grosses arénas, tout ça. Donc, Ils aiment faire je le pense que show. ça pourrait être fun, quoi. Mais ça m'intéresse pas, en tout cas, pour le moment. Ok, ok. Alors, sur tes 5 victoires, tu as 3 KO. Est-ce que c'est quelque chose que tu comptes réaliser pour ton prochain combat? C'est prévu, c'est dans le game plan ou... Mais il y a de très fortes chances si jamais il y a une victoire, parce que on est sûr de rien au niveau de ça. Moi, je pars toujours du principe que tout est possible. Mais s'il y a une victoire, il y a 25 minutes pour se mettre un KO. Donc, on va dire qu'il y a de la marge, il y a du temps, connaissant, surtout là, je viens avec des nouvelles armes. C'est un jeu qu'on développe constamment. Donc, si ça va la victoire pour moi, je vois pas d'autre issue qu'un KO. Peut-être une finalisation peut-être une soumission, hein. Mais si ça reste debout, ouais. Un KO, un TKO, de toute façon, on va pas chercher on va jamais chercher la victoire au point. Après, les KO, ça se force pas, mais je pense qu'il y a très forte chance que ça arrive si je gagne. Ouais. En vrai, c'est marrant parce que il y a beaucoup de combattants qui, avant un combat, disent, par
exemple, lui, ouais, je vais l'éteindre, premier round, machin, machin, je suis sûr de gagner et tout. Et là, tu viens de nous dire, en gros, que rien n'est jamais sûr, parce que le MMA, c'est un sport imprévisible, hein. Et donc, comment est-ce que t'expliquerais ça, genre, qu'est-ce qui te différencie au niveau de la mentale des autres combattants qui disent, je suis sûr de gagner, de toute façon, je vais l'éclater. Euh, Bah, après, je sais pas. Bon, je pars toujours du principe que la défaite, elle peut arriver, la victoire, elle peut arriver. Euh, c'est vrai qu'on se voit, il y a deux combattants, les deux combattants se voient gagnants. Donc il y a déjà ça. Et puis, en fait, les KO et les finalisations, on va dire qu'on n'est pas sûr de les avoir. Tout ce qu'on peut faire, c'est augmenter le pourcentage de chances de les déclencher. Le KO, j'ai mis un coup de batte, un coup de jambe, un coup de tibia dans la rate. Bah, je me suis dit en la regardant, ah, peut-être que je pourrais la finir avec une frappe au corps, mais on va voir. Si jamais on arrive au quatrième, cinquième round et que j'ai pas terminé le combat et que je me suis dit je vais la terminer absolument, bah, je vais avoir ça en tête. Mon objectif, c'est de me focaliser sur quelles ouvertures je vais voir. Je sais pas, supposons que je la finisse debout. Je sais pas comment je vais la finir debout. J'ai une petite idée, mais je vais pas me fixer là-dessus, en fait. Faut se laisser toutes les portes ouvertes. Donc, ouais, je fais preuve d'humilité dans le combat parce que j'ai pas, on peut même gagner. Par exemple, mon deuxième combat, j'étais en train de vraiment de faire de gros dommages et tout d'un coup, elle m'a fait une clé de bras à la volée et j'ai failli perdre le combat. Donc, en fait, ça aurait pu me perturber, ça n'a pas été le cas. On ne sait pas ce qui peut se passer dans un combat. Euh, je me dis jamais, ouais, c'est impossible que je perde. Je me dis, ok, c'est possible que je perde, mais je vais tout faire pour gagner, en fait. Je suis pas fixée sur ce qui va se passer. Bien sûr, je viens pour la victoire. Je ne m'attends pas à perdre, mais je m'attends pas à ne pas finir le combat. Mais là, je me dis, ah, il y a moyen, mais en face, il y a un être humain, il y a un adversaire, il y a des inconnus, on ne sait pas ce qui peut se dérouler, donc ça serait fou de ma part de dire, c'est sûr que je vais la terminer. C'est pas sûr, on ne sait pas. Ça change, on va dire. Justement, en parlant du coup de ta défaite, qu'est-ce que cette dernière t'a appris? T'en as tiré des leçons ou... Bah, pas vraiment, parce que dans d'autres sports, j'ai déjà perdu. Donc, que ça soit une défaite ou une victoire, il y a toujours des ajustements à faire. Ce que ça m'a appris, c'est que ce jour-là, bah, mon adversaire était meilleur. Je sais là où j'ai perdu, même lorsque elle a fait elle est allée chercher mon dos, je savais, mince, tu dis, ah là, c'est chaud. Donc, on va dire que ça m'apprend pas plus qu'une victoire, en fait. Tout doit être ajusté constamment, tout doit être amélioré constamment. C'est juste que là, ça a montré un domaine dans lequel elle a su capitaliser. Et donc, bah, grand bien lui fasse et tant pis pour moi à ce moment-là, quoi. Mais ça ne change pas grand-chose pour la suite. Ok. Est-ce que t'aimerais prendre ta revanche sur Ivana? Bah, en vrai, euh, si quelqu'un me bat, je vais pas être à la recherche d'aller automatiquement venger cette défaite. Euh, Si jamais nos chemins se recroisent, c'est cool. S'ils ne se recroisent pas, c'est cool aussi. Euh, et c'est quand je dis ça, c'est pas dans une démarche, elle m'a battu une fois, bah mince, la prochaine fois, elle va me rebattre. Non, c'est si on recombat, tant mieux. Sinon, non. Mais je suis pas fixée là-dessus, quoi. Faut pas se focaliser sur les défaites ou pas se focaliser sur les victoires ou les finishes qu'on n'a pas eu, juste se focaliser sur la suite. Et si dans la suite elle est là, bah ok. Mais si elle est pas là, tant pis. En parlant de la suite, justement, est-ce que après la ceinture, tu penses déjà à d'autres objectifs? Donc, par exemple, une ceinture dans une autre organisation? Ou est-ce que tu as déjà d'autres plans après la ceinture là? Après la ceinture, déjà la ceinture c'est cool, c'est un témoin de quelque chose, mais je suis pas à la chasse aux ceintures. Euh, j'ai des objectifs, c'est vrai que j'aimerais être dans une grosse organisation, ça serait vraiment cool. Euh, donc la ceinture, défendre et peut-être signer autre part. C'est vrai que j'ai en tête une grosse orga et c'est celle à laquelle on pense en général. Mais
on va dire que ça, je le laisse à la Bulgarian Top Team, je laisse à JB, qui est mon manager dans la BTT. Mais je fais pas de plan sur la comète. En fait, je me focalise sur cette échéance-là. Parce que ce qui est le plus important, c'est là, maintenant. Et déjà, faut prendre la ceinture. Et la suite, on verra, même si on a des petites idées en tête, quoi. Mais c'est pas moi qui m'en occupe. Ok. Bah, merci pour tes réponses. Bon courage à toi pour la suite et on sera derrière toi le 24 pour ton combat contre Menezes. Ouais, c'est ça, Jadi Menezes. Exact. Et donc, je pense que ça va bien se taper fort. On a hâte de voir ça en tout cas. J'ai hâte. J'ai hâte. Il n'y a pas de raison. Ok. Bah, merci. Merci beaucoup et salut à tous ceux qui soutiennent. C'est important. J'espère vous offrir une belle perf. Même si je disais qu'on ne sait pas ce qui va se passer, un sale chaos bien violent. Ou 5 rounds de destruction, ça c'est fun aussi. Parce que la dernière fois, c'était trop court.